L'émission vous est présentée avec vidéo description. À la fin de l'année 1982, au petit matin, on découvre le corps criblé de balles de Michel Pozza, un homme d'affaires montréalais. Ce qu'on retient de l'assassinat de Pozza, là, c'est ses liens avec la mafia sicilienne. Les investissements de la mafia sicilienne à Montréal, on savait pas ça à ce moment-là. Cet assassinat semble issu du conflit qui oppose depuis des années les Calabrais des Cotroni aux Siciliens des Rizzuto. Il allait avoir des répercussions jusqu'à New York et même engendrer des effets néfastes en Sicile, le berceau historique de la mafia italienne. Quand Vic Cotroni donnait un commandement ou enjoignait quelqu'un d'aller dans cette direction-là, on ne pouvait pas le contester sans pour autant risquer de subir ses foudres. C'est aux petites heures du matin que l'on retrouve le corps sans vie de Michel Pozza. À 53 ans, il était le conseiller financier très écouté des parrains de la mafia italo-montréalaise, tout clan confondu. Il n'avait rien du mafioso typique de son époque. Michel Pozza, c'est un homme qui a un côté flamboyant, à l'italienne, complet, parfaitement taillé. C'est un gars qui fréquente assidûment les bars du centre-ville, rue Crescent et de Maisonneuve, dans tout ce secteur-là, dans l'ouest de Montréal. Il est copropriétaire du fameux Harlow, qui est une discothèque à la mode de l'époque. On disait qu'il était un gars prospère, un gars gentil, qui rendait des services sans demander souvent son dû, donc quasiment un philanthrope. Il était ni calabrais ni sicilien, comme la plupart de nos mafieux à Montréal. Lui, il venait d'une petite ville qui s'appelle Trente, au nord de l'Italie. Lui est arrivé ici assez jeune. Il avait étudié à l'université en finance. Il payait ses études en étant serveur dans un bar appartenant au clan Cotroni, le Casa Loma, sur la rue Sainte-Catherine. Le Casa Loma est un haut lieu des nuits montréalaises. Il est fréquenté par des célébrités locales et des truands de tous horizons, dont des mafiosi. À cette époque, le Calabrais Vic Cotroni règne sur la mafia italo-montréalaise. Le Sicilien Luigi Greco lui est soumis, mais il dispose d'une grande marge de manœuvre. Chacun avait ses affaires. Greco était plus proche des truands anglophones de Montréal ou de la région montréalaise, alors que les Cotroni et ses frères étaient plus proches du milieu francophone. Ça leur permettait à tous les deux d'avoir une ascendance non seulement dans la pègre italienne, mais aussi dans le milieu interlope montréalais. Au début des années 1960, Pozza évolue au sein du Casa Loma. Ses talents pour la finance vont bientôt être mis à contribution de la mafia, notamment aux côtés de Luigi Greco. À un moment donné, les gens sentent que, tiens, voilà une ressource intéressante. C'est pas un gars de bras, mais c'est un gars qui a sa tête et qui peut nous faire beaucoup d'argent d'une autre façon. À cette époque, les truands mafieux brassent de grosses affaires et ils font de gros profits. Le problème, c'est qu'il s'agit d'argent sale, d'argent à qui il faut donner une existence légale.
Autrement dit, il faut blanchir cet argent. La meilleure façon de le faire, c'est de l'investir dans l'économie légale, dans l'immobilier par exemple, ou à la bourse, ou dans le commerce ou l'industrie. Michel Pozza connaît bien ces rouages économiques. Et tranquillement, il a gravi les échelons. On devient une espèce de conseiller en placement financier puis en infiltration des entreprises légitimes. Ou encore des infiltrations dans le domaine syndical qui permettent, elles aussi, d'être payantes. Parce qu'à un moment donné, tu peux aussi contrôler des caisses de retraite et puis tu as de différents avantages à être un agent d'affaires ou un personnage qui est lié à la direction d'un syndicat qui collecte pas mal d'argent de ses membres. Michel Pozza aidait les mafieux à blanchir leur argent, mais c'est lui qui avait conseillé à la mafia aussi d'infiltrer des syndicats, notamment, entre autres, de l'Union internationale des ouvriers en vêtements port-d'armes. La réputation de Michel Pozza ne met pas de temps à franchir les frontières du clan sicilien. Éventuellement, ses services sont également retenus par le clan calabrais des Cotroni. Michel Pozza avait quand même une grande importance au sein du clan Cotroni parce que Pozza avait été invité, lui, au mariage de Paolo Violi en Ontario. Quand tu es invité dans un mariage mafieux, là, c'est parce que tu es important pour l'organisation. La mafia italo-montréalaise va subir une profonde mutation suite au décès de Luigi Greco. Luigi Greco est mort le 7 décembre 1972 dans un accident, aussi curieux que ça puisse paraître. Il y avait une pizzeria qui opérait dans le nord de la ville, je pense sur la rue Jarry. Et il avait décidé qu'il fallait nettoyer le plancher de la pizzeria. Et il avait pris du kérosène. Et puis, à un moment donné, ce produit-là s'est enflammé. Il y a eu une explosion et il est mort des suites de cet accident. Somme toute assez banal pour un caïd de son envergure. Et on pourrait penser que quelqu'un comme lui avait les moyens de faire le travail et puis de ne pas prendre de risques, avait d'autres choses à faire dans sa vie. Michel Pozza perd un ami et un client. Une partie de ses revenus proviennent des commissions sur les investissements qu'il fait faire aux mafieux. La disparition de Luigi Greco n'est toutefois pas une tragédie pour lui, car il est déjà au mieux avec Vic Cotroni et les Calabrais. Ceux-ci apprécient tout autant ses talents pour la finance. La suprématie du clan calabrais sur la mafia montréalaise est bientôt remise en question par les Siciliens de l'après-Greco, qui sont d'une autre trempe. Le clan sicilien est dorénavant mené par Niccolo Rizzuto. Le conflit se cristallise le 22 janvier 1978, quand Paolo Violi est abattu dans un café montréalais. Cette exécution est significative. L'aile sicilienne de la mafia montréalaise a gagné son combat contre les Calabrais. Le clan sicilien devra quand même attendre la mort de Vic Cotroni en 1984 avant de prendre le pouvoir de façon définitive. Les Siciliens ont épargné Vic Cotroni parce qu'il était malade et en même temps, il y avait toujours eu beaucoup de sympathie de la famille Bonanno de New York qui, elle, avait autorité sur la mafia montréalaise. Cette défaite du clan calabrais ne signifie pas pour autant sa disparition. Il va continuer à opérer, mais il ne dominera plus l'échiquier mafieux montréalais. Frank Cotroni, le frère de Vic, a 20 ans de moins que son aîné. Il va continuer d'être influent pour un bout de temps dans le milieu montréalais. Les clans siciliens et calabrais ne s'apprécient pas, mais ils vont trouver le moyen de coexister tant bien que mal. Michel Pozza, en homme d'affaires avisé, a senti le vent tourner. Il a su faire apprécier ses talents pour la finance au nouveau chef de la mafia montréalaise, les Rizzuto, père et fils. Ce revirement ne fait pas le bonheur des Cotroni, ce qui constitue une très mauvaise nouvelle pour Michel Pozza. Frank Cotroni, lui, n'appréciait pas que Michel Pozza soit devenu si près du clan sicilien. Michel Pozza est donc convoqué par les Cotroni. Ils vont lui lancer un ultimatum. Pozza se présente à la convocation. Vic Cotroni met à demeure Pozza. Quand Vic Cotroni donnait un commandement ou enjoignait quelqu'un d'aller dans cette direction-là,
On ne pouvait pas le contester, même timidement, sans pour autant risquer de subir ses foudres. La plus grande franchise du hockey professionnel. Un accès sans précédent. 24 CH, aujourd'hui 17h, à Canal D. Hey Canada, revoici le concours Faites-nous une saveur de l'Est. Mais on veut trouver des saveurs inspirées cette fois par toutes les régions du Canada. De belles saveurs comme un mini burger de l'Ouest canadien. Ou bien de l'Ontario, tarte aux fraises et rhubarbe. De notre beau Québec, tourtière. Ou bacon et pétanque de l'Atlantique. Le vainqueur va obtenir 50 000 et 1 des ventes. Vous allez à laise.ca/saveur ou textez le mot saveur au 10-10-10. Frais réguliers du fournisseur s'applique. Nous voici! T'as ton permis, toi, hein? Cialis, parlez-en à votre médecin. Le soulagement de la congestion nasale façon Hydrasense, le seul soin 100% de mer de source naturelle qui soulage efficacement. Vous ne voulez pas voir ça? Hydrasense, le respirer grâce à notre science de la mer. Vous avez manqué la dernière merveille du web? Vous êtes arrivé en retard pour les prouesses de Patrick? Ou raté le début des Justiciers de la pièce? Aucun problème. Bell Téléfib a pensé à vous et offre maintenant la fonction « Rejouer » qui vous permet de reprendre une émission déjà en cours et de la rejouer du début. Aussi simple que ça. La nouvelle fonction « Rejouer » seulement avec Bell Téléfib. Excel menthe. Excel rafraîche haleine. Je veux vivre avec mon temps, avec la peau de ma jeunesse. Total FX de Olay. Il est enrichi de vitamines et combat 7 signes de l'âge. En 4 semaines seulement, la peau paraîtra jusqu'à 10 ans plus jeune. Le 7 en 1 de la marque numéro 1 dans le monde. Olay, votre plus belle beauté. Quand vous gérez votre diabète, faites confiance au Contour Next. Il donne des résultats précis qui dépassent les normes minimales de l'industrie, vous permettant de prendre les bonnes décisions quand elles comptent le plus. Communiquez avec nous ou votre pharmacien pour obtenir votre indicateur Contour Next de Bayer gratuit. Pita est l'arme du Capitole, tout comme tu es la nôtre. Et ils arrivent, Katniss. Voilà pourquoi il faut se battre! Hunger Games, la révolte partie 1, maintenant disponible en Blu-ray, DVD et sur demande. Aujourd'hui, un nouveau roi du ballon chasseur sera couronné. Parce qu'aujourd'hui, grâce au bar tendre Chewy de Quaker, il peut compter sur de l'énergie nutritive, de l'avoine canadienne à 100% de gré entier et un goût qu'il adore. Quaker, les bonnes choses commencent aujourd'hui. Il y a sur Terre des endroits étonnants, des phénomènes inusités et des inventions incroyables. De la nature au génie humain, découvrez un monde insolite à 21h au Lundi Science. C'est à la fin de l'année 1982, en rentrant chez lui aux petites heures du matin, que Michel Pozza est assassiné. Cet expert en investissement est un mafioso atypique. Toujours tiré à 4 épingles, il joue les profils bas et on ne lui connaît aucun acte de violence. Il est le conseiller financier très écouté des parrains de la mafia italo-montréalaise. Il a d'abord été le bras droit de Luigi Greco dans les années 1960. Puis, à la mort de celui-ci, il est passé au service des Cotroni. Il est donc très près du clan calabrais de la mafia italo-montréalaise qui domine le paysage du crime organisé. À la fin des années 1970, le clan des Siciliens sort de l'emprise des Calabrais en éliminant Paolo Violi, le dauphin présumé de Vic Cotroni. Quand le conflit a éclaté entre les Calabrais et les Siciliens, Niccolo Rizzuto et son fils Vito sont exilés au Venezuela. Et une fois que Paolo Violi a été assassiné en 1978, les Rizzuto, eux autres, sont revenus en 80 au Québec et c'est là que le clan sicilien a pris le pouvoir.
Michel Pozza, en homme d'affaires avisé, a senti le vent tourner et il a su faire apprécier ses talents pour la finance par les nouveaux maîtres Niccolo et Vito Rizzuto. Michel Pozza est aussi très actif au sein de l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, un syndicat nord-américain corrompu. Ça confirmait qu'au Québec, comme aux États-Unis, que c'était une activité importante pour eux. Pourquoi? Parce que les syndicats sont en mesure de pouvoir monnayer leur appui, faire en sorte que dans certains domaines, il y a une paix syndicale et donc faciliter le travail de certaines entreprises. Comme dans certains domaines, la mafia a des intérêts dans des entreprises, elle ne veut pas avoir aussi des problèmes avec les employés. L'autre élément, c'est que les grands syndicats ont beaucoup de membres, beaucoup de cotisations, beaucoup d'argent. Pozza pouvait faire en sorte que ces syndicats-là placent de l'argent parce que les gens qui ont des caisses de retraite, ils veulent faire fructifier leurs fonds aussi. Alors, eux autres aussi font du placement d'argent. Pozza utilisait ses connaissances financières pour permettre à ce syndicat-là de faire des placements stratégiques qui rapportaient à la fois aux dirigeants du syndicat, mais qui rapportaient peut-être aussi à la mafia. La mafia n'est pas dans un syndicat par désintérêt et puis par grandeur d'âme. Elle est là parce qu'il y a du fric à faire. Peu à peu, Michel Pozza a pris du galon au sein de la mafia italo-montréalaise. En 1980, il reçoit une invitation qui confirme son statut de personnage influent. Michel Pozza a aussi été invité au mariage du mafioso Giuseppe Bono à l'Hôtel Pierre à New York. Pour être invité à ce mariage-là, il fallait être très important dans l'organisation. D'ailleurs, il était à peine une demi-douzaine de membres, dont Vito Rizzuto, Joe Lopresti et Gerlando Ciaccia. Toute la crème de la mafia sicilienne. Michel Pozza fraye donc avec les Siciliens de Montréal et de New York. Ce fait n'échappe pas à ses maîtres montréalais d'hier, les Calabrais Vic et Frank Cotroni. Frank Cotroni était un bonhomme qui était au sommet de sa gloire. C'était un personnage très médiatisé, très médiatique. Il avait une forme de charisme, Frank Cotroni, même s'il était, en somme, le fondé de pouvoir, tout simplement, de son frère aîné, Vic Cotroni, et quelqu'un dont on pensait et dont on disait, finalement, auprès de monsieur et madame tout le monde, que jamais il réussirait finalement à se faire attraper par la justice et les forces policières, tant il en menait large, finalement, dans la vie montréalaise. En 74-75, Cotroni avait été condamné, je pense, à une quinzaine d'années pour une histoire de cocaïne, de drogue. Il en a purgé que la moitié à peine de sa peine aux États-Unis, revient ici, accueilli comme une vedette rock. Rentré à Montréal en avril 1979, Frank Cotroni a repris sa place auprès de son frère Vic, qui demeure le parrain calabrais de la mafia locale, malgré la poussée du clan sicilien des Rizzuto. Les Cotroni ne sont pas sans influence. Frank a encore beaucoup d'alliés et de contacts. Il est un personnage avec qui le milieu doit compter. Vic et Frank Cotroni sont au fait de tout ce qui se passe dans le milieu. Ils savent que Michel Pozza sert deux maîtres à la fois, leur propre clan calabrais et aussi celui des Siciliens. Frank Cotroni, lui, n'appréciait pas que Michel Pozza soit devenu si près du clan sicilien. Et Vic Cotroni, à un moment donné, a convoqué Michel Pozza chez sa sœur Palmina, qui s'occupait des finances de l'organisation de Cotroni. Pozza se présente à la rencontre, à la convocation, respecte ça. Ça se fait dans le nord de Montréal, si ma mémoire est bonne, rue Tanguay, où habitait la sœur de Vic Cotroni. Et la discussion commence à s'engager avec passablement de férocité. Vic Cotroni met à demeure Pozza de cesser de faire des affaires avec ses ennemis jurés, les Siciliens. Frank Cotroni y est aussi,
en compagnie de son chauffeur, garde du corps et tueur à gages occasionnel, Réal Simard, qui est cependant gardé à l'écart au salon. Vic, Frank et Pozza sont dans la cuisine et ça discute ferme. Tout à coup, le vieux parrain crie à Pozza « Je veux que tu te rapportes à Frank ». Le financier prend bien garde de ne rien promettre et quitte les lieux. Frank l'imite bientôt en compagnie de Réal Simard. Ils ont à peine passé la porte de la maison que le mafioso murmure à son homme de main « Il faut faire quelque chose avec Pozza ». Ce Réal Simard est l'un des acteurs principaux du drame qui va se jouer à compter de cette réunion chez Palmina Cotroni. Voilà un peu plus de 3 ans qu'il évolue dans l'entourage de Frank Cotroni. Réal Simard, c'est un jeune gars brillant de l'Est de Montréal qui a été élevé dans l'entourage de la famille Cotroni et il avait finalement la chance, pensait-on, du moins à ce moment-là, d'être le neveu d'Armand Courville. Armand Courville, c'était un lieutenant, l'homme de confiance de Vic Cotroni. Donc, Simard était très connu des Cotroni. Par contre, qui, pour se sortir un tout petit peu de son milieu, a décidé de faire carrière dans les forces armées dans un premier temps. Formation d'élite même, disait-on à l'époque. Et après qu'il eut sorti des forces armées, il est tombé tout simplement dans la violence, dans le crime. Cotroni, sachant que le jeune Simard est un jeune étalon assez fringant, discipliné, versé vers l'exercice de la force, constate qu'il est engagé dans la voie du crime et également sur le fait qu'il soit le neveu d'Armand Courville. C'est là qu'il en fait quasiment son fils adoptif. Finalement, Simard devient un tout petit peu l'homme de main, l'exécuteur des basses œuvres, à défaut de dire autre chose, et le chauffeur de Frank Cotroni. De fil en aiguille, Cotroni confie des missions de plus en plus délicates à son protégé, qui ne demande qu'à se montrer à la hauteur de la confiance que lui accorde le boss. C'est ainsi que, coup sur coup, en quelques 18 mois, il exécutera 3 truands à la demande de Frank Cotroni. Le premier, Michel Marion, 36 ans, est un colosse qui s'est mis à dos un proche du caïd. Réal Simard a guetté sa proie des jours durant, puis il l'a abattu le 18 janvier 1980. Le deuxième est Nick Morello. Alors qu'il monte à bord de sa voiture immatriculée en Floride, il est abattu un soir de décembre 1980. Cotroni aurait condamné à mort ce trafiquant de drogue à la demande d'amis américains. 6 mois plus tard, le 14 janvier 1981, Simard tue Giuseppe Montegano en plein après-midi dans un club social italo-montréalais. Ce trafiquant de drogue était en conflit avec l'un des fils de Frank Cotroni, Francesco Junior, à propos d'une transaction douteuse d'achat de cocaïne. Quand Frank Cotroni, après sa réunion avec Michel Pozza, exprime son mécontentement à son homme de main Réal Simard, le jeune tueur à gages a compris le message. Le double jeu de Michel Pozza est vu comme une trahison, tant par Vic Cotroni que par son frère Frank. Michel Pozza a senti la soupe chaude. Il savait que Vic Cotroni, surtout Frank Cotroni, était très mécontent, là. Donc, il était très, très prudent. Frank lui aurait, à ce moment-là, lancé que, le code Pozza, il faudrait peut-être s'en occuper. Les cow-boys aussi partent à l'assaut des encans. La guerre des enchères, Texas, ce soir dès 23h, à Canal D. Juicy Fruit? Oui, je t'en prends un. Juicy Fruit, si bon que vous mâcherez sans arrêter. Vos habitudes de conduite?
Et les endroits où vous conduisez requièrent différents types de pneus. Faites confiance aux experts certifiés de Ford pour vous aider à choisir les bons. C'est un steak? On arrange ça. Discrètement, ajoutez-en dans tout. Très bien joué. Fromager? C'est ça, parsemez-en. Assez! L'audition. Ma mère a la critique facile. Quand j'ai adopté Purex, j'attendais ce qu'elle allait dire. Purex, son action lève-tâche agit en profondeur et rend vos vêtements remarquablement propres et éclatants. De quoi impressionner les critiques les plus difficiles. Purex, lavage éclatant, choix intelligent sans compromis. Tu me manques depuis toujours. Avec toi, je me sens bien. Remplissez vos soirées de moments mémorables. Un repas complet pour toute la famille avec vos accompagnements favoris et notre nouveau pain moelleux. Je reviens là où mon cœur bat. Le nouveau plein familial de PFK, seulement $14,99. Vous êtes débordant d'énergie, du genre actif qui se donne à fond? Voici pour vous la fougueuse Sion TC. Avec son design sport, son moteur de 179 chevaux, tout l'espace voulu pour votre équipement, la TC est réellement conçue pour les fiers compétiteurs. Louez la Sion TC 2015 à partir de seulement 0,99% chez votre concessionnaire Toyota Sion. Les coloristes savent que la racine ne réagit pas à la coloration de la même façon que les cheveux déjà colorés. Le nouveau Vidal Sassoon Saloniste. Tout d'abord, couvrez la racine, puis répartissez sur les longueurs. Notre système le plus évolué hors salon. C'est plus que de la couleur, c'est une véritable œuvre d'art. Une journée de magasinage fructueuse, une alimentation équilibrée et en sûre, avec protéines, 26 vitamines et minéraux quand vous avez besoin d'un petit plus alimentaire. Vous êtes sur la bonne voie. Voici Glucerna, qui respecte les lignes directrices nutritionnelles de l'Association canadienne du diabète. Ils sont tous là. Les vieux. C'est spécial, hein? Les jeunes. Tu me niaises. C'en est même pas drôle. La soirée humour, ce soir dès 20h, à Canal D. Michel Pozza est un mafioso atypique, expert en finance. Il sert 2 maîtres à la fois. Les Siciliens Rizzuto, qui ont éliminé Paolo Violi, le successeur présumé du parrain calabrais Vic Cotroni, et les Cotroni eux-mêmes. En 1982, Frank Cotroni, mécontent de la conduite de Michel Pozza, charge Réal Simard de régler cette affaire. C'est sûr que là, Michel Pozza a senti la soupe chaude. Il savait que Vic Cotroni, surtout Frank Cotroni, était très mécontent là, de son alliance qu'il avait fait avec les Siciliens. Donc, il était très, très prudent dans tous ses déplacements. Quand il rentrait chez lui, il tournait autour de la maison, il épiait, il vérifiait s'il y avait personne d'embusqué pour l'attendre. Donc, il y avait déjà un comportement de quelqu'un qui était sous ses gardes. Les inquiétudes de Pozza sont fondées. Ses jours sont comptés. Pozza avait fait un tout petit peu la fête, la bringue. Il avait été vu à Montréal dans la soirée, en compagnie même de Simard. Simard prend congé de Pozza en prétextant qu'il a mal à la tête puis qu'il veut s'en aller chez lui. Et puis, bon, Pozza continue à faire la fête, puis il rentre chez lui à Mont-Roland, dans les Laurentides. Michel Pozza rentre chez lui vers les 2h30 du matin. Il traverse la rue et marche en direction de sa résidence. Quand un coup de feu étouffé par un silencieux éclate dans la nuit, puis un deuxième. Pozza, atteint, se rend de peine et de misère vers la résidence d'un voisin. Réal Simard, l'homme de main de Frank Cotroni, ne lâche pas sa proie.
Pozza frappe désespérément à la porte du voisin. Il fait demi-tour, titubant, et se dirige vers une autre maison quand il est de nouveau atteint. Pozza s'écroule. Il ne se relèvera jamais. Simard l'achève de 2 balles à la tête. Il suit ainsi le conseil de son boss, Frank Cotroni. Frank Cotroni lui avait dit un jour que quand tu tires quelqu'un, il faut que tu l'achèves avec une balle dans la tête. Et c'est ce qu'il a fait avec Michel Pozza. Il l'a achevé d'une balle dans la tête. C'est un voisin qui découvre le corps de Michel Pozza sur son terrain le lendemain matin, peu avant 8 heures. Ça a fait grand bruit, ça a créé une onde de choc, non seulement dans le milieu criminel, mais dans le milieu financier à Montréal. J'ai même connu des courtiers en valeur à l'époque qui faisaient affaire avec, de façon régulière, des gens parfaitement honnêtes et qui ont été très surpris d'apprendre que Michel Pozza était un grand financier des familles mafieuses. Bien entendu, Frank Cotroni fait parvenir une imposante couronne de fleurs au salon funéraire où est exposée la dépouille de Michel Pozza. Dans les jours suivant le drame, les policiers ne manquent pas de perquisitionner la résidence puis le bureau de Michel Pozza. En cours d'enquête, les policiers de la Sûreté du Québec ont découvert dans la mallette des bordereaux de dépôt, il y avait des carnets de chèques, un carnet d'adresse, certains documents, des reçus, des documents financiers qui leur ont laissé acquérir la conviction que ce bonhomme-là emmenait peut-être pas mal plus large qu'on pouvait le penser. Ils auraient découvert des documents bancaires qui témoignaient du fait qu'une personnalité italienne, le maire de Palerme, M. Vito Gianciamino, aurait fait transiter à peu près 2,5 millions, 3 millions de dollars peut-être d'argent pour être blanchi. Les policiers québécois ont jugé à ce moment-là suffisamment importantes ces données-là pour faire appel à la GRC à Ottawa, qui ont collaboré, la GRC, avec Interpol. Ce fait n'étonnera pas la brigade antimafia italienne, dont des agents se rendront à Montréal pour scruter à la loupe les documents retrouvés chez Michel Pozza. Vito Ciancimino a été maire de Palerme en 1970 et 1971. Forcé de démissionner parce qu'il sera mis sous enquête pour détournement de fonds et pour ses liens allégués avec la mafia, Ciancimino restera cependant intouchable pendant des années. La découverte des documents de Michel Pozza vont changer sa destinée et contribuer à faire de lui le premier politicien italien à être condamné pour son association avec la mafia. La découverte de tous ces documents-là, ça a fait la démonstration, finalement, à la police de l'internationalisation de la mafia montréalaise, des liens entre la mafia, les Siciliens de Montréal, les Siciliens de New York et les Siciliens de la Sicile. Dès le départ, les Siciliens, avec lesquels était de plus en plus lié Pozza, ont soupçonné Cotroni d'avoir éliminé Pozza. Et ils n'avaient pas tort, parce qu'effectivement, c'est ça qui est arrivé. Et il n'est pas juste les Siciliens de Montréal, mais ceux avec lesquels Pozza avait tissé des liens en Sicile ou même aux États-Unis, à New York. En l'éliminant, les Cotroni prenaient un risque de fragiliser leur leadership et de mécontenter beaucoup d'alliés ou beaucoup d'amis que Pozza avait dans l'organisation et dans le milieu interlope mafieux en Europe et aux États-Unis aussi. Les Siciliens n'ont jamais fait de représailles à la suite du meurtre de Michel Pozza. On peut penser que c'est parce qu'à ce moment-là, les Utos étaient en pleine réorganisation. Il y avait besoin du clan Cotroni aussi, puis ils ne voulaient surtout pas créer de conflit avec les Cotroni. Frank Cotroni dispose d'un formidable réseau de contacts chez les trafiquants de drogue. Aussi bien en profiter en pactisant avec lui, quitte à passer par-dessus l'affront du meurtre de Pozza.
Frank Cotroni s'active à brasser des affaires. Entre autres, il va se lancer à la conquête des bars de danseuses nues de l'Ontario. M. Cotroni voulait prendre finalement du contrôle dans les bars pour pouvoir y faire un commerce étendu de distribution de drogue, en l'occurrence de cocaïne. Et pour s'infiltrer, c'est en faisant le placement de danseuses, des danseuses nues. C'était un phénomène assez nouveau à Toronto à ce moment-là. Frank Cotroni vise d'abord Toronto, car il s'y trouve des Montréalais de ses connaissances qui s'y sont établis. Il y délègue l'ambitieux Réal Simard qui a toute sa confiance. L'homme de main débarque là-bas et prend le contrôle de quelques bars de danseuses. Il trafique aussi de la cocaïne à grande échelle, ce qui lui rapporte gros. Il croule bientôt sous l'argent. La carrière du tueur de Michel Pozza va toutefois connaître un revirement spectaculaire qui va causer la perte de Frank Cotroni, celui-là même qui a commandé l'assassinat du conseiller financier. Simard exerçait une mainmise à Toronto, dans la grande région métropolitaine de Toronto. L'ambition anime Réal Simard, mais il va finir par commettre une erreur qui entraînera sa perte et celle de son maître. C'est rare qu'un tueur à gages, si proche des patrons d'une organisation, se met à table puis explique en détail ce qui s'est passé. Omega Red Super Krill de Jameson. Il vous aidera à maintenir votre santé cardiovasculaire. Essayez Omega Red de Jameson. Découvrez un moyen simple de maintenir une bonne santé cardiaque. Hey Marc, j'ai une envie de sucrer. Hein? Non. Dans le bol. Dans le bol toi-même. Action! Inscrivez n'importe quel produit admissible et vous pourriez gagner une Fiat. Voir les détails en magasin. Coupé! J'aime ça quand mon hygiéniste me dit que je fais bien ça. Alors je suis devenue pro. Devenez pro avec Crest Pro Santé. Je sens vraiment que c'est nettoyé en profondeur. Ça va être génial. Pour des dents jusqu'à 4 fois plus propres, essayez ces produits Crest Pro Santé ensemble. Génial cet examen. Bienvenue chez Brick. C'est le plus grand lancement de Perfect Sleeper Night Star de Certa de l'histoire de Brick. Cet ensemble Eurotop avec centre tout en mousse est moitié prix, seulement 599 $. Obtenez 50% de rabais sur cet ensemble Perfect Sleeper Night Star à mousse mémoire imprégnée de gel Cool Action à seulement 799 $. Ou obtenez le luxe optimal avec cet ensemble Super Pillow Top au centre tout en mousse et 2 couches de mousse mémoire imprégnée de gel à seulement 999 $. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Advil pour enfants. Jusqu'à 8 heures de soulagement de la fièvre. Advil. Et c'est reparti. Tu me manques depuis toujours. Avec toi, je me sens bien. Remplissez vos soirées de moments mémorables. Un repas complet pour toute la famille avec vos accompagnements favoris et notre nouveau pain moelleux. Je reviens là où mon cœur bat. Le nouveau plein familial de PFK, seulement 14,99. Elle attendait un miracle. Oh, maman, j'aurais jamais laissé tomber avant de t'avoir retrouvé. Mais c'est lui qui arriva. Le 27 mars, 2 amis invraisemblables. Mes amis m'appellent tous. Et moi c'est O. Vivent la plus grande des aventures. Ton véhicule est infesté, il se met à vibrer là. Et si jamais il explose? Et font un incroyable voyage. Ok, pause pipi. Ah! Ne mange pas les pastilles bleues! Heureusement, il y a un grand bol de limonade! Ne bois pas la limonade! DreamWorks en route dès le 27 mars. Redevenez vous-même. Bodyguard Articulation et Os de Jameson est un supplément de source naturelle éprouvé en clinique pour aider à diminuer la douleur articulaire en 7 à 10 jours. Procurez-vous Bodyguard de Jameson dès aujourd'hui. À titre de membre du Conseil canadien des normes de la radio-télévision, ce réseau de Bell Media s'engage à respecter les plus hauts standards de qualité et à se conformer au code de responsabilité de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
Pour tout commentaire à propos de l'une de nos émissions, veuillez vous adresser à Conseil canadien des normes de la radio-télévision, case postale 3265, succursale D, Ottawa, Ontario, K1P 6H8, ou par courriel à l'adresse suivante, plainte@ccnr.ca. C'est à la fin de l'année 1982 que le financier Michel Pozza est assassiné par Réal Simard, l'homme de main de Frank Cotroni. Ce dernier reprochait à Pozza de servir 2 maîtres à la fois, d'un côté, lui-même et les Calabrais, puis de l'autre, les Siciliens menés par les Rizzuto. Par la suite, Frank Cotroni envoie Réal Simard à Toronto. Il le charge d'y conquérir des bars de danseuses nues et d'établir un réseau de trafic de cocaïne. Ce qui n'a pas été sans déplaire à certains acteurs majeurs là, de la mafia sicilienne torontoise qui ont vu là un envahissement vraiment indésirable. En novembre 1983, le cadavre de Paul Volpe est découvert dans le coffre de la BMW de sa femme, garée à l'aéroport torontois Lester B. Pearson. Paul Volpe, qui était un acteur majeur de la mafia sicilienne à Toronto et qui, lui, s'opposait à l'avenue de Cotroni et qui voulait même pas tolérer, finalement, qu'il puisse envahir son territoire. Paul Volpe a été tué de plusieurs balles à la tête. Cet assassinat, jusqu'à ce jour, n'a jamais été résolu. À l'époque, les enquêteurs ont soupçonné Réal Simard d'en être l'auteur. La carrière de Réal Simard va atteindre le point de rupture 2 semaines après la mort de Volpe, soit le 29 novembre 1983. On ne connaît pas tous les dessous de l'affaire, mais ce qu'on sait, c'est que Frank Cotroni aurait voulu indiquer clairement, tant au milieu torontois que québécois, qu'il voulait s'établir fermement en Ontario et qu'il fallait passer par son organisation pour y brasser des affaires. Simard s'était lié aussi avec un dénommé Clément à Toronto. Simard, à la demande de Clément, décide de se rendre rencontrer dans un hôtel-motel dans la région de Toronto. 2 trafiquants québécois qui faisaient des affaires là-bas. Ces 2 trafiquants sont Mario Héroux ainsi que Robert Etu. Ils avaient de la cocaïne à offrir à Clément qui emmenait large, avec aussi Simard dans la distribution de cocaïne à Toronto. Alors Clément se rend au fameux motel avec Simard, qu'eux-mêmes connaissaient très bien. En début de soirée, on frappe à la porte des 2 trafiquants de drogue québécois. L'un d'eux, Robert Etu, vient ouvrir. Réal Simard brandit alors une arme et tire à bout portant. Richard Clément, quant à lui, se rue dans la chambre et crible de balles Mario Héroux. C'est là où le nœud de toute cette affaire-là se resserre sur Simard. Etu va survivre et on le pense mort parce qu'il retient son souffle et il essaie carrément de jouer les morts. Les policiers, quelques jours après, font courir la rumeur que les 2 sont morts alors que Etu, à l'hôpital à Toronto où il est amené, et là où il sera sauvé de son état critique, a laissé dans sa main un papier à un des enquêteurs pour ne pas encore parler, sur lequel c'était écrit Simard. Cette ruse de taire le fait qu'Etu ait survécu permet aux enquêteurs de jouer sur l'effet de surprise. Simard, ne se sentant pas menacé, sera plus facile à épingler. Des témoins ont vu les 2 tueurs filer à bord d'une voiture dont ils ont donné une description précise. Des patrouilleurs torontois la repèrent le soir même. Ils l'interceptent et arrêtent son conducteur, Réal Simard. Quand l'accusation dispose d'un témoin qui a survécu aux balles que vous lui avez tirées dessus, votre cause est perdue. Les autorités ontariennes accusent d'abord Réal Simard de tentative de meurtre,
et il subit son procès à Toronto en octobre 1984, soit près d'1 an après le drame. Il écope de la prison à vie. Simard obtient d'être emprisonné au Québec, c'est un citoyen québécois, et avec le temps, commence à s'apercevoir que ses amis d'hier ne seront peut-être pas nécessairement ses amis de demain. Il a 32 ans et il craint vraiment de tomber aux oubliettes dans la famille Cotroni. Il est même président du comité de détenus. Il reçoit des confidences de beaucoup de co-détenus qui le portent à penser qu'il pourrait lui-même devenir une victime. Il a été amené à être en contact avec le lieutenant-détective Mario Latraverse, qui à l'époque était responsable de la lutte au crime organisé, qui a mené des gros dossiers. Puis en cours de procédure, donc, à la suite de l'histoire du meurtre à Toronto, Latraverse est appelé à rencontrer assez régulièrement Simard. Et à un moment donné, il lui lance « T'es pas tanné de mener cette vie-là. » Ça amène finalement Simard à réfléchir davantage et à acquérir la conviction intime que lui-même risque de devenir une victime, et il décide de devenir délateur. En échange de leurs révélations et de leurs témoignages en cours contre d'anciens complices, on réduit les accusations portées contre ces délateurs, puis on leur fournit une nouvelle identité à leur sortie de prison. Au début de l'année 1986, Réal Simard scelle la rupture avec son passé et signe une déclaration où, entre autres crimes, il avoue avoir tué de sa propre main Michel Marion, Nicolas Morello, Giuseppe Montegano et Michel Pozza. On apprend ainsi la vérité sur l'exécution du conseiller financier des mafiosi montréalais. Si on n'avait pas eu le témoignage de Réal Simard, il y aurait toujours eu une espèce de doute. C'est rare qu'un tueur à gages, si proche des patrons d'une organisation, se met à table puis explique en détail ce qui s'est passé. En échange de ces révélations et des témoignages qu'il livrera en cours contre ses complices dans diverses affaires, on portera contre lui des accusations réduites et il aura droit à une libération conditionnelle hâtive, si bien qu'il pourra quitter la prison 4 ans plus tard, soit en 1990. Quant à Frank Cotroni, on prévoit l'accuser d'avoir commandé les meurtres commis par Réal Simard. Celui-ci aura le beau jeu dans toute cette affaire, mais son retour à la vie civile ne sera pas de tout repos. Ça a été la fin pour Réal Simard, et c'est là que ses malheurs ont commencé. Simard est resté très amer de sa collaboration avec les policiers. La plus grande franchise du hockey professionnel. Un accès sans précédent. 24 CH, aujourd'hui 17h, à Canal D. C'est le tout premier sol d'étiquette rouge de Léon. Obtenez d'incroyables aubaines comme ce matelas Sealy grand format pour seulement 199 $. En plus, jusqu'à mardi, payez en 50 versements mensuels égaux sans intérêt. Le sol d'étiquette rouge de Léon se termine mardi. Ne manquez pas ça. Janine sera toujours à nos trousses. J'ai peur de rien. Si tu veux survivre, nous devons riposter. Dis-moi, 4, t'agis toujours sur un coup de tête. Insurgé, au cinéma dès vendredi. Tu reçois de l'amour. Tu reçois beaucoup d'amour. Et de bien des façons. Et lorsque la couche Pampers Swaddlers t'enveloppe de confort avec la douceur d'une douillette et te procure 12 heures de protection, Maman t'aime. tout ce que tu ressens, c'est de l'amour. Aimer, dormir et jouer. Notre souhait pour tous les bébés. Pampers. Parfois, un chocolat Kisses vaut 1000 mots. Le chocolat au lait Hershey's Kisses. Une délicieuse petite surprise.
Ça vous est déjà arrivé qu'un feu sauvage gâche un moment important? Essayez Abreva. C'est le médicament contre les feux sauvages le plus recommandé par les pharmaciens. Lorsque vous l'utilisez aux premiers symptômes, Abreva aide à vous débarrasser de votre feu sauvage plus rapidement. Abreva apaise au contact et est cliniquement éprouvé pour réduire la durée de votre feu sauvage. Débarrassez-vous de votre feu sauvage et ne manquez pas un baiser. L'épargne automatique du REER du fonds, c'est tellement plus pratique. Ça fait des versements beaucoup plus petits qu'avec un REER ordinaire. Pour en avoir plus, visitez le REERplus.com. Voici les nouveaux sous-vêtements Always Discreet pour fuites urinaires signés Always. Ils offrent une barrière douce Dual Leak Guard pour prévenir les fuites quand elles sont les plus fréquentes. Discrets, ils épousent vos courbes. Obtenez des bons rabais et un échantillon gratuit sur alwaysdiscreet.com. C'est le tout premier solde d'étiquette rouge de Léon. Épargnez jusqu'à 250 $ sur les sofas, chambres à coucher, salle à manger et plus encore. En plus, jusqu'à mardi, payez en 50 versements mensuels égaux sans intérêt. Le solde d'étiquette rouge de Léon se termine mardi. Ne manquez pas ça. Les super tirages du 18 et 21 mars du Loto 649 offriront chacun 49 lots garantis de 10 000 $. 6 lots garantis de 100 000 $. On fait le tour de l'Europe! Et 1 million garanti. Va falloir renouveler les passeports! Et ça, c'est en plus du gros lot annoncé. Je m'ennuie de la famille! On les invite! Avec 56 lots garantis chaque tirage, il va y en avoir du gagnant. All right, ladies and gentlemen, let's go! Les cow-boys aussi partent à l'assaut des encans. La guerre des enchères, Texas, ce soir dès 23h, à Canal D. Le 8 octobre 1986, Réal Simard passe un marché avec les forces de l'ordre et devient délateur. Il avoue plusieurs meurtres pour le compte de Frank Cotroni, dont celui de Michel Pozza. En échange de ses aveux, on lui sert une peine moins lourde. Le lendemain de l'entente entre Simard et les autorités, les policiers procèdent à 5 arrestations, dont celle de Frank Cotroni, la cible principale de toute l'opération entourant la défection de Réal Simard. Le plus connu des mafiosi de l'époque allait enfin devoir rendre des comptes à la justice. Les 4 autres truands arrêtés, dont Francesco, le fils de Frank, ont tous trempé dans des affaires de meurtre à titre de complices. Ils écoperont éventuellement de peines peu sévères. En attendant que l'on instruise des procès contre Frank Cotroni et ses associés, Réal Simard règle ses comptes avec la justice. C'est ainsi qu'en octobre 1986, 4 ans après l'assassinat de Michel Pozza, il reconnaît en être l'auteur devant le tribunal. Il confirme alors ce que soupçonnaient les enquêteurs, soit que Frank Cotroni a commandé la mise à mort du financier. Il ne supportait pas que celui-ci conseille aussi les Siciliens des Rizzuto. La première accusation à laquelle devra répondre Frank Cotroni est celle d'avoir commandé le meurtre d'un certain Giuseppe Montegano, commis par Réal Simard. Survient alors un incident qui met à mal la cause de l'accusation contre Frank Cotroni. Le ministère public aurait souhaité le faire inculper de meurtre prémédité. Ce qui est arrivé, c'est que Simard avait commencé, en devenant témoin repenti, à écrire un tout petit peu comme ses mémoires. Et il avait été convenu avec Simard que son livre ne paraîtrait pas avant le fameux procès pour le meurtre de Cotroni. Et l'éditeur en question, pour des raisons que j'ignore, a décidé de rompre l'entente et de publier l'autobiographie carrément de Simard avant terme. Et on a risqué que ça pouvait contaminer peut-être éventuellement la preuve dans un procès pour meurtre. C'est alors qu'il y a eu une entente, puis Cotroni a accepté de plaider coupable à homicide involontaire. Alors, il a écopé ensuite, je pense, de 8-9 ans de prison.
ne portera pas d'autres accusations contre Frank Cotroni, tant le témoignage de Réal Simard serait vulnérable à la suite de la parution de son livre. Le caïd n'aura jamais à répondre d'avoir commandé le meurtre de Michel Pozza. Réal Simard, quant à lui, est libéré en 1990. On lui a donné une nouvelle identité et Simard s'est trouvé un emploi en région. Et là, il s'était fait une amie qui avait un petit bar. Et là, une bonne journée, un policier reconnaît Réal Simard. Et donc, il souffle dans l'oreille de l'ami. « Est-ce que tu sais qui est ce gars-là? » Et là, il lui dit que c'est Réal Simard. Ça a été la fin pour Réal Simard et c'est là que ses malheurs ont commencé. Rejeté par cette petite amie, Réal Simard change de coin de pays, fait divers petits métiers et sera même chauffeur et conseiller du député péquiste William Holden, puis organisateur politique pour le Bloc québécois. En 2000, Réal Simard a publié un livre qui s'appelle « Trahison », dans lequel il dénonçait les policiers. Simard est resté très amer de sa collaboration avec les policiers. Simard cherchait désespérément à s'en sortir. Il y a eu des problèmes financiers et puis il y a eu des prestations d'aide sociale auxquelles il n'avait pas droit. Réal Simard était toujours en libération conditionnelle, même s'il y avait une nouvelle identité. Quand la Commission nationale des libérations conditionnelles a appris que Réal Simard avait, entre guillemets, fraudé l'aide sociale, on a comme émis un mandat pour l'arrêter et le ramener derrière les barreaux pour qu'il s'explique. Mais il s'est défilé. On l'a perdu dans la brume. Et là, il a commencé aussi à narguer les autorités qui cherchaient à le réarrêter. La cavale de Réal Simard va durer près de 5 ans. Durant cette période, il vivra 1 an et demi en Amérique du Sud. On le retrouve en 2004. Il est à l'emploi d'une des plus prestigieuses maisons d'enseignement montréalaises, le Collège Jean de Brébeuf. Il travaillait comme gardien de sécurité et tout le monde n'avait que de bons mots pour lui. On l'a ramené en prison. Il est resté plusieurs années à cause de son attitude fantasque qu'il avait adoptée durant sa cavale. À 2 reprises, j'assistais à des audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Les 2 fois, on a refusé la libération conditionnelle à Réal Simard. On voyait qu'il était miné moralement, ce gars-là. Tout ce qu'il avait vécu depuis toutes ces années-là, incluant son arrestation jusqu'il devient délateur, puis après les déboires qu'il a connus après avoir été dénoncé malhabilement par un policier, c'était plus le même Réal Simard du tout, là. Réal Simard ne sera libéré qu'en 2008. À sa dernière comparution devant la Commission nationale des libérations conditionnelles, on apprend qu'il avait revu son mentor, Frank Cotroni, avant que celui-ci ne décède en août 2004. Simard raconte l'avoir croisé un jour par hasard sur le plateau Mont-Royal. Les 2 hommes auraient discuté brièvement. Il y a tout à parier que lors de cette ultime rencontre, Réal Simard et Frank Cotroni ne se sont pas rappelés les heures les plus sombres de leur association. Les répercussions du meurtre de Michel Pozza et de la délation de Réal Simard sont multiples. Elles auront causé la mort de Frank Cotroni et permis d'en savoir davantage sur les procédés de la mafia montréalaise. Le meurtre de Pozza a permis de révéler finalement que la mafia a compris bien avant le milieu corporatif que la mondialisation des marchés, c'était peut-être la voie à suivre pour avoir des activités lucratives sur le plan financier. La mafia, ici, à Montréal, était une des pièces de l'échiquier de ce grand consortium-là.